Mesdames, Messieurs, je voudrais d'abord vous souhaiter la bienvenue et vous remercier de vous être déplacés pour cette conférence publique qui voudrait être l'occasion d'un échange, d'une réflexion sur la situation de l'Europe et quelques-unes des principales questions qui se posent à elle dans cette période préélectorale ou déjà électorale, et dans ce moment où nous nous interrogeons sur le fonctionnement de cette union, sur sa place dans le monde et sur les problèmes qui se posent à elle et la façon dont elle peut les résoudre. Je crois en effet que notre société et nous qui en faisons partie, nous posons aujourd'hui un certain nombre de questions à propos de cette échéance électorale qui s'approche. D'abord, bien sûr, que feront les populistes? Quels seront les résultats des listes se réclamant de l'extrême droite ou bien d'autres formes de populisme? Une autre question qui traverse nos échanges et nos débats, et encore il y a peu de temps, j'ai pu l'entendre, qui aura la responsabilité de la machine, c'est-à-dire de la Commission? Et la présence tout à l'heure ici de Frans Timmermans sera de ce point de vue, pour nous, très importante. Et puis d'autres questions qui sont plus directement traitées ce soir par quelques-unes de nos tables rondes. En particulier, je suis particulièrement sensible à la question de savoir quelle peut être aujourd'hui la politique européenne en matière environnementale. Je dis que cette question me préoccupe particulièrement parce que je sais, nous savons par expérience, qu'il ne peut pas y avoir de politique en matière environnementale qui se limite aux frontières nationales. C'est plus large, c'est plus général. Ça demande de la coopération internationale. Et puis aussi, bien sûr, une autre question qui court dans nos réunions, dans nos rencontres, dans nos discussions, et il suffit de regarder la télévision. Quelle politique en Europe en matière d'immigration? Là aussi, on sait, on comprend que cette politique ne peut pas être nationale et qu'il faut qu'elle permette à l'ensemble des États membres de l'Union de parler, de discuter et d'avoir des attitudes et des politiques communes. Oui, sur tous ces points, je pense que ce soir, nous pouvons échanger librement en confrontant les points de vue de chercheurs qui sont sollicités dans chacune de nos tables rondes, de responsables politiques et de responsables qui sont engagés à des titres divers dans l'Union européenne sur quelques-uns de ces grands chapitres. Je pense bien sûr à tout ce qui concerne les relations internationales, mais aussi les relations institutionnelles, l'état de droit, puisque nous aurons la chance d'avoir tout à l'heure l'un des principaux responsables de la Commission européenne, notre ami Frans Timmermans, qui est aujourd'hui, je crois que l'on peut dire, le numéro 2 de la Commission, et surtout le Spitzenkandidat des socialistes, des sociodémocrates aux élections qui arrivent. Frans va nous rejoindre d'ici un moment. Il est en train de donner une interview, ce qui est bien normal. Il est en campagne, mais je voudrais dire combien, même en son absence, je suis heureux de l'accueillir ici. J'ai eu l'occasion, il y a longtemps, de travailler avec Frans Timmermans quand nous avions l'un et l'autre des responsabilités politiques au sein du PSE, du Parti socialiste européen,
Et j'ai eu beaucoup de bonheur à travailler avec cet homme qui est intelligent, qui est cultivé et qui est très attaché à la construction européenne. Il aura bien sûr tout notre soutien dans la difficile élection qu'il va animer, et je crois que c'est très important que nous le recevions ce soir. Il s'adressera à vous à la fin de la dernière table ronde, donnera son point de vue, son analyse sur les questions qui auront été abordées, et puis bien sûr, on ouvrira la discussion, et vous pourrez lui poser des questions. Enfin, je vous dis, profitez-en, parce qu'il est très ouvert, il aime beaucoup ce style d'échange. Enfin, avant de passer la parole aux autres orateurs, et en particulier à Alain, que je salue, je voudrais profiter de cette occasion pour remercier la Fondation européenne qui s'est jointe à notre initiative et qui nous aide beaucoup. Pour plusieurs de nos activités, nous travaillons en commun avec la Fondation européenne et son soutien nous est précieux. Je veux donc profiter de cette occasion, à un moment où elle va changer de dirigeant, remercier tous les responsables de la FEPS qui nous ont fidèlement aidés. Et en particulier, je voudrais dire, et je demanderai à Alain d'en être le témoin, et je voudrais dire à Ernst Stetter, qui a été le secrétaire général de la FEPS pendant plusieurs années et qui va nous quitter, notre reconnaissance pour le soutien fidèle qu'il a apporté à la Fondation Jean Jaurès. Je profite de cette occasion pour le dire publiquement. Je vous laisse la parole. Bonsoir à tous. Effectivement, Ernst Stetter, qui n'est pas là et que je remplace ce soir, aurait aimé être là parce qu'il a travaillé longtemps à Paris, dans plusieurs pays en Europe et à l'étranger. Et pour lui, en tant qu'Allemand, marié à une Sénégalaise, l'Europe pour lui a vraiment un sens, c'est dépasser ces frontières qui ont évidemment toujours un sens, mais qui méritent toujours d'être dépassées pour ouvrir un débat et voir qu'au-delà des frontières, on n'est pas très différents finalement. C'est peut-être quelque chose qu'on devrait plus souvent rappeler et qu'on oublie ces derniers temps en Europe, comme en France, c'est comme partout aussi dans le monde. Je vais vous présenter brièvement la FEPS, donc, qui est un acronyme pour la Fondation européenne d'études progressistes. Nous sommes donc le think tank, l'équivalent de la Jean Jaurès, mais au niveau européen. Nous avons été créés il y a 12 ans et nous menons des activités de recherche, de débat, de formation un peu partout en Europe. Nous sommes installés à Bruxelles et le plus souvent possible, nous essayons de sortir de la bulle bruxelloise parce qu'il y a un danger, évidemment, d'être dans ces quelques rues qui sont concentrées où on aurait tendance à croire qu'on est tous des Européens euphoriques, que l'Europe va très bien. Elle va bien, malgré tout ce qu'on dit, mais on peut évidemment l'améliorer. Et l'objet de cette campagne électorale est une vraie opportunité pour nous tous d'en discuter. Je constate que l'Europe, plus qu'avant et plus, j'espère, dans le futur, est au cœur de l'actualité. Avant, il était au cœur quand il y avait un référendum ou quand il y avait une campagne électorale. Mais aujourd'hui, l'Europe vient beaucoup plus souvent dans les discussions. Ça veut dire que les citoyens, les politiques se rendent compte que l'Europe est présente, est indispensable dans le développement de nos sociétés. Et je crois que c'est un élément positif qu'il va falloir accentuer dans les années à venir. Je vais aller également à contre-courant, peut-être d'une vision un peu négative actuellement de cette campagne, où j'ai l'impression dans plusieurs pays que les progressistes seraient perdants et les populistes gagnants, même si les sondages disent un peu le contraire, mais il y a vraiment cette tendance et on a tendance à parler plus de ce qui est négatif. Moi, je vais essayer de parler de quelque chose de positif
en rappelant que l'Europe est une réalité, elle prouve chaque jour ses bienfaits. Elle n'est pas parfaite, mais je ne connais aucun État, aucune région, aucune ville qui est parfaite. Et donc, à nous, en tant que citoyens, de la défendre. Et je pense que dans tout ce qui se passe en ce moment, c'est plus qu'une nécessité. Évidemment, les progressistes font leur mea culpa, s'interrogent sur ce qu'ils n'ont pas pu mener ces dernières années. Mais je pense que Frans Timmermans, que je remercie d'avoir accepté d'être présent, est le bon candidat justement pour mener les progressistes par son expérience, mais aussi parce qu'il a déterminé comme cible dans cette campagne, notamment les femmes et les jeunes, qui sont des publics cibles que les progressistes ont oublié peut-être ces dernières années de s'adresser, alors que la situation est terrible, notamment pour les femmes dans les pays de l'Est. Je pense que Frans Timmermans en parlera beaucoup à la fin du débat. Les jeunes aussi, on n'en parle jamais, et je suis content qu'Anne Muxel soit présent à ce débat. On a quelqu'un qui est une sociologue qui est très engagée dans ce combat pour écouter la voix des jeunes, parce qu'on oublie souvent que c'est les jeunes qui feront l'avenir de demain. Alors, je voulais terminer en faisant un peu de propagande, parce que j'ai l'opportunité d'avoir un micro et des caméras. La FEPS a créé son propre média, qui est le The Progressive Post. C'est un magazine en français et en anglais, que j'ai l'honneur d'être le rédacteur en chef. C'est un magazine que vous pouvez trouver en ligne gratuitement. Vous y trouverez un texte de Frans Timmermans, vous y trouverez un texte d'une interview d'Anne Muxel et bien d'autres auteurs. Ce magazine a volonté d'animer un débat progressiste, et vous êtes chacun d'entre vous ici et ailleurs amené, si vous le souhaitez, à y contribuer. Donc n'hésitez pas, je crois qu'un débat comme celui-ci doit se poursuivre au-delà de cette soirée. Merci à tous. Merci beaucoup, Alain. Mesdames et messieurs, cher Frans, il me revient la lourde responsabilité d'animer l'ensemble de cette conférence, c'est-à-dire principalement d'en être le maître des horloges, sachant que nous sommes mal partis puisque nous sommes déjà en retard avec un timing qui est serré. En vous priant par avance d'excuser cette toux désagréable que je risque de vous infliger, qui est la trace d'une grippe, d'une mauvaise grippe qui m'a terrassé la semaine dernière, donc je vais essayer de la maîtriser autant que je le peux. Et un mot quand même sur à la fois le titre et puis sur l'organisation de notre colloque. On a choisi comme titre pour notre débat « Le sens de l'Europe ». À la fois parce que le sens de l'Europe, c'est un engagement. Notre engagement d'Européens, nous avons le sens de l'Europe. Mais aussi parce que le sens de l'Europe, c'est le niveau auquel on veut essayer de placer à la fois notre rencontre, et nous espérons que seront placés les débats des élections du Parlement européen, c'est-à-dire de s'interroger au bon niveau, s'interroger sur ce qu'est aujourd'hui, dans le monde tel qu'il est, la signification du projet européen, à un moment où on le voit qu'il est de plus en plus contesté de l'extérieur et de plus en plus contesté aussi de l'intérieur, et s'interroger aussi sur la direction que doit emprunter l'Europe. On voit déjà, quand on compare ce qui a été fait ces 5 dernières années, que la commission Juncker, je dirais la commission Juncker-Timmermans, n'est pas la même chose que la commission qui l'a précédée. Que serait que peut-être l'action de l'Union européenne dans les prochaines années? Donc voilà pour le thème, le titre, le sens de l'Europe. Les thèmes, il fallait évidemment choisir. Henri Naller en a évoqué d'autres, on en a retenu 3. L'environnement, les questions économiques et sociales, la démocratie, parce qu'elle nous semble au cœur des préoccupations d'une social-démocratie renouvelée. Et vous l'avez vu, les tables rondes sont courtes. On va essayer de faire en sorte qu'elles aient des interventions liminaires qui ne soient pas trop longues pour qu'il y ait des échanges. Et puis, au bout, pour que vous ayez du temps pour poser des questions à l'ensemble des intervenants, et évidemment, en premier lieu, à Frans Timmermans. Pour commencer, je vais appeler Laure Salvin à la tribune. Laure est une des directrices de Kantar. Kantar est l'institut de sondage qui, depuis plusieurs décennies, réalise pour la Commission européenne l'Eurobaromètre.
et elle pourrait à elle seule tenir toute la conférence, tant les données de l'Eurobaromètre sont riches, donc elle va être obligée de choisir, là aussi. Mais parmi les questions que nous voulions peut-être nous poser en préalable au débat, c'est de savoir où en sont les citoyens européens en général et les citoyens français en particulier dans leur rapport à l'Europe. Quels sont, à 100 jours, 99 jours je crois, du vote, les priorités que les citoyens assignent à l'Union européenne? Quelles sont leurs principales opinions sur chacun des 3 thèmes que nous allons aborder? Et puis, puisque dans 100 jours, il y aura des élections, on ne va pas vous donner les résultats. Laure l'a déjà fait. Si vous avez lu Le Monde de lundi, il y a un rapport passionnant qui est en ligne pour ceux qui souhaitent le consulter, mais de savoir où on en est de l'intérêt par rapport à cette élection. Voilà le programme. Laure, donc pour 15 minutes, et je serai intransigeant. Tu as la parole. Très bien. Merci Gilles, bonsoir. Donc je rejoindrai Alain Blotte qui a la volonté d'apporter un regard positif sur l'Europe. Je crois qu'effectivement ça rejoint en grande partie les aspirations aussi des citoyens européens, d'avoir ce regard positif. Même si on va le voir, le tableau n'est pas complètement rose, on a effectivement des choses qui bougent dans l'opinion et un certain nombre de données que vous avez donc normalement sous les yeux parce que nous n'avons pas pu projeter la présentation que je vais vous faire, mais donc elle est imprimée normalement. Voilà, je vais vous demander de suivre avec moi finalement cette présentation. Donc, quel est l'état de l'opinion européenne, donc à 100 jours, 99 jours des élections? Je vais vous donner quelques données sur cet état d'esprit des Européens. État d'esprit, d'ailleurs, on va le voir, qui est sensiblement différent de la campagne de 2014. Et c'est pour ça qu'on ne va pas refaire effectivement la même campagne, on va pas avoir les mêmes débats, les mêmes clivages apparaître. Et notamment, si on a longtemps joué, je dirais, sur le clivage existentialiste de est-on pour ou contre l'Europe, ben on va voir qu'aujourd'hui la question est assez obsolète finalement, on ne se pose plus ces questions-là et que les enjeux sont beaucoup plus contrastés et complexe. Alors je vais commencer donc page 3. Eh bien, les Européens nous montrent un attachement majoritaire à l'Europe. Ils sont 65% à se sentir attachés à l'Europe. Les résultats parlent d'eux-mêmes. On ne peut pas dire qu'il y a une bouderie à l'égard de l'Europe ou de désaffection à l'égard de l'Europe, y compris chez les Français qui sont 59% à se sentir attachés à l'Europe. Page 4, ensuite, de la même façon, nouveau record de l'appartenance à l'Union comme étant une bonne chose. Effectivement, aujourd'hui, on a 62% des citoyens européens qui nous disent que l'appartenance de leur pays à l'Union européenne est une bonne chose. Alors, vous voyez, si on regarde un peu les courbes, je ne peux pas vous le montrer, mais je vous fais confiance pour suivre. Si on regarde les résultats aux alentours de 2014, 2012, 2013, 2014, on pouvait avoir un petit doute justement sur cette appartenance à l'Union européenne. On pouvait la remettre en cause, les courbes commençaient à se resserrer. Et puis finalement, depuis 2015, on ne cesse de progresser dans une direction positive, comme finalement si ces doutes étaient un petit peu dépassés. Alors évidemment, on a une forte gradation selon les pays. Je suis page 5. Même si derrière ce bon score global, il faut voir qu'il y a des disparités évidemment selon les pays. On voit que la France est à peu près dans la moyenne, juste à côté de l'ensemble des citoyens européens, avec 61%. Et puis on a les pays, je dirais, fer de lance, leader, moteur et soutien de l'Europe avec le Luxembourg, évidemment l'Allemagne, et à l'inverse, des pays qui sont beaucoup plus en retrait, tels que l'Italie, la Tchéquie, etc. Vous voyez, on est à des scores beaucoup plus faibles. 39% seulement des citoyens considèrent que c'est une chance d'appartenir à l'Europe, une bonne chose d'appartenir à l'Europe. Toujours est-il qu'au final, et quand on pose la question de avez-vous une bonne ou une mauvaise image finalement de l'Union européenne, on voit qu'aujourd'hui l'image est
très partagé, hein, et même s'ils sont très attachés à cette Union européenne, pour autant on a une tripartition, hein, de cette image, avec 43% de la population européenne qui nous dit avoir une bonne image, 36% neutre et 20% une opinion négative. Et c'est justement peut-être sur ces 36% qu'il faut se poser des questions, et c'est peut-être ces 36%-là qu'il faut aider dans leur cheminement, et justement qui sont en attente de pouvoir se positionner, de pouvoir avoir un regard sur l'Europe, et je dirais peut-être aussi de répondre à cette question, quel sens pour l'Europe ? Pour autant, la demande d'Europe est bien là, et nous avons un autre indicateur que nous suivons depuis longtemps, en page 11. Donc, la demande d'Europe est bien là, y compris dans la prise de décision, hein, une attente de davantage de décisions au niveau européen. 56% des citoyens européens considèrent qu'effectivement, l'Europe, des décisions doivent être prises au niveau européen. En France, ils sont 64%, donc pareil, ça tord un peu le cou à certaines idées reçues qui diraient que en fait, les Français sont justement en retrait. Les Français sont en attente, plus qu'en retrait à l'égard de l'Union européenne. Et puis enfin, quels sont les principaux sujets, les principaux problèmes qui intéressent les citoyens, et dans quel domaine il faudrait qu'il y ait des décisions qui soient prises, notamment au niveau européen. Et alors là, ce graphique de la page 12, il est très intéressant. Vous voyez, aujourd'hui, on a effectivement deux problématiques principales qui émergent, qui sont l'immigration au niveau européen, hein, et le terrorisme, juste devant les finances publiques des États, la situation économique. Et puis on a cette percée, je dirais, depuis plusieurs années déjà, du climat et du changement climatique, donc préoccupation importante au niveau européen. Regardez la photo en 2014, on n'était pas du tout dans la même situation. En 2014, qu'est-ce qui apparaissait en premier ? C'était priorité à l'économie, aux finances, et pas du tout, et beaucoup moins en tout cas aux autres sujets. Alors ça ne veut pas dire qu'elles ne sont pas présentes dans les préoccupations des citoyens, mais je pense que l'évolution de l'opinion européenne est en marche, et les citoyens aujourd'hui se disent que finalement il y a des sujets qui doivent être traités au niveau national, et puis d'autres qui clairement ont leur place sur la place européenne. Les principaux problèmes vus par les Français, c'est donc la slide suivante. Vous voyez que l'ordre change un tout petit peu, et notamment sur le changement climatique, justement, qui a pris une ampleur considérable ces dernières années dans le débat public, et puis aussi dans les attentes des citoyens, parce que c'est à égalité, là on le voit, à 22% des attentes, à égalité avec le terrorisme. Alors, on va effectivement faire 3 focus sur différentes thématiques que vous allez ensuite aborder en débat. D'abord, une problématique sur l'environnement. Et là, donc, je suis page 17. Donc, effectivement, je crois qu'il y a un consensus très clair sur le fait que la politique énergétique, une politique énergétique commune est nécessaire au niveau européen. 74% des Européens pensent que c'est le cas, effectivement. Donc, c'est bien une problématique qu'on souhaite adresser et qu'on souhaite régler aussi au niveau européen. Slide suivante. On voit que c'est un consensus dans tous les pays, quels que soient les pays. Effectivement, les scores d'adhésion sont extrêmement forts. La France également fait partie de ces pays où ils sont 73%, donc dans la moyenne européenne, à être d'accord avec une politique à l'échelle européenne. Et à ce titre, il est intéressant de noter que dans de nombreuses questions de nos eurobaromètres, les Européens considèrent que l'environnement aujourd'hui n'est plus antinomique avec économie, et qu'effectivement on peut très bien mener des politiques économiques qui soient favorables à l'environnement et vice-versa. Les priorités en matière d'action de l'Union européenne dans le domaine de l'énergie. Là, je suis page... Je vous donne les pages, mais je pense que je n'ai pas les mêmes pages que vous.
Voilà, je m'en rends compte à la moitié. C'est pas grave, j'ai pas le bon document, mais c'est pas grave. J'ai l'impression que vous suivez. Donc, les priorités en matière d'action de l'Union européenne, donc en matière d'environnement et d'énergie, effectivement, ce que demandent les citoyens, c'est d'abord de l'innovation, développer les énergies renouvelables, de la protection de l'environnement, et puis des changements en termes d'attitude et de comportement aussi de consommation. Vous l'avez dans ce slide. Passons à l'économie et au social. Donc les questions économiques restent prédominantes dans de nombreux pays, même si de plus en plus, on voit effectivement que les enjeux sociaux remontent, comme la santé, la sécurité sociale dans certains pays comme par exemple la Finlande, la Suède, y compris chez les Britanniques. Alors sur l'économie, qu'est-ce qui se passe ? Eh bien, voilà, on a intitulé cette slide « Une courbe qui s'inverse » parce que c'est vrai que si l'on en croit l'opinion européenne, finalement, c'est la première fois depuis la crise financière de 2007 que les Européens s'accordent sur le fait que la situation de l'économie dans leur pays est bonne. Et ça, c'est pour ça, rien qu'avec ce résultat, j'ai envie de dire, on peut déjà se féliciter ou en tout cas se réjouir, puisque les Européens vont voter cette fois-ci dans un contexte et des perceptions qui sont quand même largement différentes de 2014, vous voyez, où c'était plutôt le sentiment contraire qui prédominait. Slide suivante, des perceptions qui diffèrent fortement évidemment selon les pays. On le voit pour le coup, les Français sont beaucoup moins positifs sur la perception de leur propre situation dans l'économie. Ils sont seulement 25% à considérer que la situation de l'économie en France est bonne. Et puis on voit d'autres pays également très en retrait sur cette question, avec les Grecs qui ne sont que 6% à considérer que la situation de leur économie est bonne. Pour autant, alors c'est pour ça qu'on disait, est-ce qu'on va vers une inversion des courbes ou pas ? On a cette autre question juste après, qu'on suit également depuis plusieurs années, qui est intéressante. Peut-on parler vraiment d'inversion des courbes ? Rien n'est encore moins sûr, puisque quand même si l'opinion s'améliore, les Européens restent partagés sur la question de savoir si le pire est encore devant eux, ou si finalement l'impact de la crise sur l'emploi a déjà atteint son pic. Vous voyez, aujourd'hui, 44% des Européens nous disent que l'impact de la crise sur l'emploi a déjà atteint son pic. Vous voyez que ça aussi, depuis quelques années, les perceptions ne sont pas aussi tranchées que à nouveau en 2011, en 2012 ou encore en 2013, où vraiment on avait le sentiment que le pire allait venir. Enfin, dernier focus sur la démocratie. Alors, on entend encore beaucoup de choses sur Bruxelles est très éloignée. Est-ce que la voix des citoyens est entendue ? On a ces grands débats sur l'Europe est-elle une démocratie ou une technocratie ? Eh bien, pour la première fois, quelque part depuis 2003, une majorité d'Européens considèrent que leur voix compte dans l'Union européenne. Et ça, à nouveau, c'est quand même un état d'esprit que nous n'avions pas en 2013-2014, pendant la dernière campagne. Après chaque élection, vous le voyez sur cette courbe, c'est assez parlant, on a systématiquement dans l'opinion européenne un espoir, une forme d'espoir sur le fait que sa voix va être prise en compte dans l'Union, et puis systématiquement qui retombait au fil du temps. Et là, finalement, depuis 2014, on voit que cet espoir a perduré et continue à atteindre ce niveau de 49% de citoyens européens qui nous disent que leur voix compte dans l'Union européenne. À nouveau, vous imaginez bien, il n'y a pas une seule opinion européenne consensuelle, etc. Sur ce type de questions, on a de très fortes variations selon les pays. Notamment, les Français se retrouvent un peu en queue de peloton, avec seulement 44% de citoyens français qui considèrent que leur voix compte dans l'Union européenne. D'ailleurs, la France fait partie de ces pays qui considèrent que finalement l'ensemble de la classe politique est frappée de discrédit, qu'elle soit nationale ou européenne, alors que d'autres pays ne le pensent pas, peuvent considérer qu'il y a des problèmes dans leur pays, mais pas forcément au sein de l'Union européenne, et vice-versa.
Des attentes dans ce domaine encore qui restent très fortes au niveau de la démocratie en Europe, et je pense que vous allez en parler pendant ces débats. D'abord, la lutte contre la corruption, effectivement, qui est considérée comme pas satisfaisante, non satisfaisante par 57% des citoyens européens. Les fake news aussi, qui est un vrai sujet, un vrai problème, évidemment pour les médias, mais aussi pour tous les décideurs publics aujourd'hui. Et puis enfin, la prise en compte par les partis politiques des intérêts des gens comme nous. Dans ce contexte, c'est dans ce contexte donc, que vont intervenir ces prochaines élections européennes. Effectivement, Gilles, je terminerai là-dessus sur l'intérêt qui aujourd'hui reste modéré à l'égard de ces élections européennes. 51% des citoyens européens nous disent être intéressés à l'heure actuelle. Alors, je vous ai mis des petits tris par catégorie socio-professionnelle notamment qui nous alertent entre les cadres notamment et les ouvriers, où on voit qu'il y a de vraies différences. 65% des cadres se disent intéressés par les prochaines élections européennes, alors qu'ils ne sont que 46% des ouvriers. Comment expliquer ce gap? Et de la même façon, alors c'est pas parce que je suis une femme, mais je crois que ça fait partie des sujets malgré tout de ces prochaines élections, un gap entre les hommes et les femmes, alors au niveau européen, mais aussi au niveau français. Vous le voyez dans la slide suivante, où on a donc seulement 42% des Français qui s'intéressent à ces prochaines élections européennes. Les jeunes aussi, vous en avez parlé tout à l'heure, effectivement, à la génération Y, ils ne sont que 32% à s'y intéresser, 33% des ouvriers et 39% des femmes. Donc, quelque part, un des enjeux de ces prochaines élections et surtout de cette campagne qui s'ouvre, c'est de faire participer une plus grande partie de la population française à ces élections européennes, puisqu'on le voit qu'il n'y a pas de rejet fondamental de l'Europe, il y a plutôt des attentes et notamment de sens. Quel sens on donne à l'Europe, et notamment au-delà de l'Europe de la paix, même si c'est quelque chose de très important que l'opinion européenne continue à citer quand on leur demande ce qui est important pour eux, qu'est-ce qui constitue pour eux l'Union européenne, c'est encore la paix dans les pays, mais il y a beaucoup de générations, et notamment la génération Y, qui pour eux considèrent que c'est un acquis et qu'il faudrait aujourd'hui justement apporter un nouveau souffle à cette Europe, apporter un nouveau sens pour eux, en tout cas pour qu'ils s'y reconnaissent pleinement. Merci beaucoup, Laure, pour ces éléments. On voulait d'emblée essayer de porter un regard européen sur les élections européennes, alors que très souvent on ne porte qu'un regard national sur ces élections. Donc les éléments qui nous ont été donnés, je crois, sont très précieux. Et pour ceux qui veulent en avoir davantage, encore une fois, allez sur le site de l'Eurobaromètre. Il y a une mine d'informations absolument extraordinaire, à la fois sur les évolutions au niveau global et puis pays par pays.